Comment va le Gabon près de 3 ans après la chute du clan Bongo? La vie des Gabonais a-t-elle changé? Justice, éducation, pouvoir d'achat. Le président Oligui Nguema a été confronté ces dernières semaines à sa première contestation sociale dans les écoles. Les nouvelles autorités ont certes hérité d'une situation difficile avec des enseignants qui se retrouvent dans des situations ubuesques. Leur statut et leur salaire n'ont pas bougé en 10 ans. Mais le temps des responsabilités n'est-il pas venu? D'ailleurs, le retour de la grève est suspendu à un fil. Le paiement des arriérés des salaires le 25 février prochain. Avec nous en plateau, Théophane Nzamenze Biyogué. Bonjour et merci d'être sur France 24. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la présidence gabonaise. Estimez-vous que le mouvement dans les écoles est terminé? D'après ce qui nous remonte de Libreville, une partie des enseignants refuse toujours de reprendre les cours. Alors progressivement, le mouvement tend à se normaliser. Le président de la République a dès le début, dès les premiers jours de ce mouvement, ouvert une place pour le dialogue, un dialogue franc, à travers la commission tripartite qui a permis de dégager un certain nombre de pistes de solutions. Le gouvernement en responsabilité, sous le leadership du président de la République, a fixé un cap le 25 février pour voir la concrétisation de l'ensemble des engagements pris par le gouvernement en termes de régularisation de situations administratives avec tous les effets soldes qui sont considérés à ce niveau. Alors, le 25 février, les arriérés sera donc versés. La date à laquelle il faudra donc constater, et c'est une date qui est d'ailleurs très attendue par les enseignants, dont les revendications ont été reconnues comme légitimes par le pouvoir. Et donc c'est une échéance qui est très attendue pour voir si le gouvernement tiendra parole. Et le gouvernement est engagé à tenir sa parole pour régler la situation le plus rapidement possible. Mais les cours ont repris, dont l'essentiel des provinces du territoire national, du pays. Évidemment, il y a quelques poches de résistance, entre griffes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais nous avons foi que les choses vont rentrer dans l'ordre avec les jours qui passent. Pour être tout à fait clair, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'il se passera le 25 février? Régularisation des statuts, régularisation aussi des arriérés. Les professeurs attendent des versements de primes depuis 10 ans. Alors les capacités budgétaires retenues pour l'année 2026 nous permettent au Gabon de régulariser 12 000 situations administratives. Ce nombre de 12 000 situations administratives a été arrêté avant même le déclenchement du mouvement dans le secteur éducatif, qui n'est pas le seul en besoin de régularisation. Il y a d'autres secteurs, comme par exemple celui de la santé. Oui. Et donc, ce chiffre a été annoncé. 4 000 dans les 12 000, 4 000 situations sont prévues pour le secteur de l'éducation qui, avant même le mouvement et pendant la période de la transition, avait déjà bénéficié de 1000 régularisation de situations administratives. Pour vous dire que le président de la République n'a pas attendu que se déclenche le mouvement. Et donc, les enseignants doivent s'attendre à la concrétisation de cet engagement du président de la République et du gouvernement de la République. Ils doivent s'attendre à voir aussi les effets soldes de ces régularisations se manifester et se traduire concrètement en gains financiers pour eux. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Que dites-vous aux jeunes Gabonais inquiets pour leurs examens? Il y en a beaucoup qui disent on a perdu beaucoup de temps, on n'a pas eu tous nos cours puisque la grève a duré plus d'un mois et demi. Est-ce que les examens nationaux seront reportés ou maintenus? Alors il y a un nouveau calendrier qui a été proposé par le ministère de tutelle, donc le ministère de l'Éducation nationale. Ce calendrier a été considéré comme viable et valable par les instances internationales, notamment l'UNESCO, qui a des standards en la matière. Et donc, le calendrier des examens, lui aussi, a été réaménagé. Et cela témoigne encore là, peut-être, de la crédibilité que le gouvernement a su maintenir tout au long du processus. Et ça, encore, une fois de plus, et c'est le lieu de saluer les enseignants qui ont de bonne foi participé à ces négociations. Cela n'a été rendu possible que grâce aux négociations menées dans le cadre de la commission tripartite et grâce à cet élan des pouvoirs pour le dialogue. Alors, j'ai pas bien compris, qu'est-ce qui est réaménagé? Le calendrier des examens. D'accord. Le calendrier même de l'année scolaire, D'accord. qui a été réaménagé par le ministère de tutelle et qui a été approuvé. C'est sur cette base-là donc que les élèves gabonais pourront donc retrouver le chemin de l'école et passer des examens en toute sérénité avec la reconnaissance internationale de ces examens. Vous parliez d'autres colères sociales et notamment dans la santé. Quelle est votre stratégie pour ce secteur? Est-ce que vous avez un plan d'urgence pour désamorcer une colère? Il y a des revendications. Je parlais plus en termes de revendications. Il y a des revendications dans tout un tas de secteurs. Et les revendications, c'est plutôt salarial. Toute crise étant
une occasion de saisir un certain nombre d'opportunités en termes de gouvernance. Le président de la République s'est fait un devoir de consulter, au-delà même de l'éducation qui était en ébullition, de consulter les syndicats, l'ensemble des syndicats de la santé, de consulter et de recevoir... Qui demandent des hausses de salaire, il faut le rappeler, de salaire, et tout un tas d'autres choses aussi, de consulter les syndicats du secteur pétrolier aussi, qui est essentiel, eu égard à la structure de notre économie. Et donc, le président de la République a ouvert en réalité une méthode, un dialogue généralisé dans l'administration publique. Et c'est d'ailleurs une méthode qui a été fixée pour les ministres de s'arrimer à cette logique, de mener du dialogue pour anticiper les crises et régler les problèmes par le dialogue. D'accord, peut-être nouvelle méthode, anticipation, mais il faudra mettre la main à la poche, forcément. Bien sûr qu'il faudra mettre la main à la poche, mais il y a un cadrage budgétaire qui est fait à cet effet. Il est question pour nous de tenir nos priorités, les priorités budgétaires, selon le cadrage qui a été défini, mais cela ne veut pas dire que l'État ne se donne pas les moyens de régler progressivement, parce que le constat des besoins à satisfaire est important, et donc avec méthodologie, parce que c'est seulement la méthodologie qui nous permettra d'envisager une sortie de crise dans l'ensemble de ces secteurs, par méthodologie et en responsabilité. Nous ne pouvons pas dire aux Gabonaises et aux Gabonais que tout se fera en un claquement de doigts. Il y a un passif qui est important, mais nous disons simplement qu'avec la méthode et avec le dialogue, ces situations seront réglées. On a bien compris que vous y alliez par étapes, sauf qu'il y a aussi le réalisme des finances, puisque la dette du Gabon a explosé. Selon la Banque mondiale, elle pourrait dépasser même les 86% après 2027. Est-ce que c'est compatible alors que vous reprenez langue avec le FMI ? Alors, c'est intéressant la question que vous posez. Je vous ferai remarquer d'abord que les pays les plus riches du monde sont en même temps les plus endettés du monde. Ça, c'est un fait qui est établi. Voilà, c'est un fait qui est établi. Et il y a effectivement une stratégie par rapport à la dette au Gabon. Parce que, voyez-vous, nous allons financer l'investissement en 2026 au Gabon, d'abord par le renforcement du recouvrement des recettes, d'une part, et là, à ce niveau, la stratégie de digitalisation joue un rôle important, mais nous allons, au-delà de ça, procéder à un endettement, mais un endettement différent de ce à quoi on a été accoutumé dans nos pays, non seulement le Gabon, mais aussi d'autres pays de la région. On va partir d'une stratégie d'endettement qui consiste à s'endetter pour financer des dépenses de fonctionnement, à une stratégie d'endettement pour financer des projets susceptibles de créer de la valeur. Voilà ce que nous envisageons. Et puis, il y a quand même un certain nombre de garanties. Déjà, cette stratégie d'endettement consistera pour nous à souscrire plutôt à des prêts consentis par des bailleurs internationaux, des partenaires multilatéraux, FMI, vous les avez cités, Banque mondiale, mais aussi à faire en sorte que les titres émis par notre pays soient souscrits essentiellement, ou du moins à 60%, dans notre sous-région pour éviter des risques tels que les risques de change, puisque nous utilisons la même monnaie. Donc c'est endettement, mais pas de politique d'austérité donc à venir. Pas de politique d'austérité. Les Gabonais sont rassurés sur ce point. Vous ne mènerez pas une politique d'austérité, même s'il y a accord avec le FMI. Il n'y aura pas de politique d'austérité, et votre question est d'autant plus intéressante que historiquement, lorsqu'on entend FMI, dans notre partie du monde, on pense plan d'ajustement structurel. On pense à la Grèce. Avec les échecs historiques que l'on a pu constater par le passé. Aujourd'hui, il n'en est rien. Le ministre de l'économie et des finances l'a affirmé et l'a explicité. Il est question aujourd'hui pour les Gabonais de concevoir un projet, de s'en tenir aux priorités qui ont été définies dans le projet de société du président et dans le plan national de croissance et de développement. L'apport du FMI sera de nous permettre de challenger la solidité de ce modèle avec l'évolution du cadre macroéconomique. Donc le challenger pour renforcer la gouvernance, le challenger pour renforcer la transparence. Il n'y a pas de plan d'ajustement structurel en vue, il n'y a pas d'austérité prévue. Le FMI doit nous accompagner pour nous aider à déterminer la meilleure méthode d'atteindre nos objectifs, mais les objectifs en eux-mêmes ne changent pas. Très rapidement sur le FMI, il y a d'autres sujets après. Est-ce qu'un accord a été conclu ou pas ? Le FMI est attendu à Libreville en février. Et donc, c'est une mission qui doit se faire. Il y a des négociations qui doivent se faire pour déterminer l'ensemble des aspects de cette stratégie que je vous indique. Et à partir de là, évidemment, nous nous ferons le plaisir de vous communiquer les conclusions de tout ceci. On sera content de le savoir. Autre annonce très concrète, on vous attend là-dessus aussi, sur les délestages, ces coupures de courant qui sont maintenant quotidiennes, nous dit-on, à Libreville. L'an dernier, le président Ly Nguema avait signé avec la Turquie une convention de fourniture d'électricité. On nous avait annoncé ces 2 gros cargos, usines en quelque sorte censés produire de l'électricité au large de Libreville. Où en est le projet ? Le projet est en cours. Vous parlez là de la société Car Powership qui s'est déployée et qui rencontre
un certain nombre de défis qui sont, entre autres, des défis techniques liés à l'arrimage du réseau de fourniture d'électricité nationale au dispositif de Cap Powership, qui a d'ailleurs été renforcé en cours de route avec des contributions de sociétés pétrolières en termes de fourniture de fuel pour faire tourner ces usines, comme Perenco, pour ne pas la citer. Donc, il y a des défis importants, mais le défi de la fourniture en eau et en électricité, qui constitue quand même la priorité première du projet de société du président de la République, conscient des défis que cela pose, non seulement pour les ménages, mais aussi pour nos besoins énergétiques, les besoins de notre économie. Il y a un certain nombre de pistes de solutions qui ont d'ores et déjà été identifiées. À l'occasion, entre autres choses, d'un déplacement du président de la République au Nigeria, où, à l'issue d'échanges avec Afreximbank, a obtenu une enveloppe pour financer la construction de centrales énergétiques dans 3 provinces du Gabon, le Moyen-Ogooué, l'Estuaire et l'Ogooué maritime. Donc c'est une dynamique qui nous permettra de combler un peu le gap qu'il y a entre nos besoins et nos capacités réelles. Cette dynamique va se poursuivre parce que l'énergie est essentielle à l'économie, à la conception que nous faisons de l'économie que nous voulons créer pour les Gabonaises et les Gabonais. Et donc c'est une priorité absolue. Mais lorsqu'on parle de situations comme celle de l'énergie, de la fourniture en énergie et en eau, il faut considérer que ce sont des investissements qui, par nécessité, s'inscrivent sur le temps long. On ne construit pas une centrale énergétique en un mois. Donc il y a un ensemble d'investissements qui sont importants et qui doivent être faits. Et au-delà de la construction des centrales, il faut renforcer le réseau parce que parfois le problème, ce n'est pas la disponibilité de l'énergie, mais c'est le fait de transporter cette énergie-là. Donc c'est des investissements qui vont se poursuivre pour permettre à nos compatriotes de laisser derrière eux ces mauvais souvenirs. On vous sent tourner vers l'avenir. N'oublions pas le passé. Cela fait bientôt 3 ans que le clan Bongo a quitté le pouvoir. Est-ce que la justice compte le poursuivre? Et si oui, pourquoi au Gabon? Le président de la République, lors du passage du président Emmanuel Macron à Libreville, est revenu sur cette affaire. La justice gabonaise, en toute liberté, a tranché et a condamné Madame Sylvia Aimé Valentin, épouse Bongo, et Monsieur Noureddine Bongo. Ils ont été condamnés par la justice gabonaise. Pour détournement de fonds. Le président de la République a appelé à la collaboration des systèmes judiciaires des pays qui se trouvent plutôt dans la partie du monde où nous nous trouvons, pour que les peines qui ont été prononcées soient effectivement exécutées. Parce qu'il en va de la crédibilité de notre justice, il en va de la crédibilité de la coopération entre les États que nous sommes. Dans bien des cas, nous sommes des partenaires, dans bien des domaines. Et donc, la justice gabonaise ne peut pas aller au-delà. Elle a jugé par contumace, pour les personnes dont nous parlons, elle a jugé par contumace, l'application des peines doit être aussi le fruit d'une collaboration entre les systèmes judiciaires de nos pays respectifs. Et pour Ali Bongo alors? Ali Bongo bénéficie d'un statut qui lui est conféré par la nouvelle loi fondamentale gabonaise. Et donc Ali Bongo n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Non, mais il n'est même pas poursuivi. Et son épouse, c'est son épouse et son fils qui ont été jugés. Donc il a un statut particulier, c'est un peu différent. C'est la nouvelle loi fondamentale de notre pays qui en fait d'ailleurs un membre d'honneur de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un cas différent. Notre corpus légal prévoit des exceptions qui vont dans ce sens-là. Donc à ce stade, M. Ali Bongo n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Merci infiniment Théophane Zabenze Biyogué de nous avoir répondu en direct sur France 24, porte-parole de la présidence gabonaise.